Salut! Le cerveau humain, il a beaucoup de mal à se représenter les grandes valeurs. Il n'est pas fait pour ça. Par exemple, si je vous dis que l'univers est âgé de 14 milliards d'années, c'est très dur à se représenter. 14, oui. Mais 14 milliards, c'est un peu chaud. L'humanité, elle est apparue il y a 300 000 ans. Mais ça aussi, c'est quand même compliqué de se représenter 300 000 ans. Et de se représenter 300 000 ans sur 14 milliards, c'est pas des valeurs qu'on a l'habitude de maîtriser dans notre réalité, dans notre quotidien. Donc, on n'arrive pas à se faire vraiment une approximation de cette phrase qui n'a plus de sens sur la fin. D'une manière globale, pour comprendre des gros chiffres, il faut les rationaliser ou les proportionnaliser sur des valeurs qu'on connaît. Exemple, rationalisons l'âge de l'univers sur un an, c'est-à-dire 14 milliards d'années. On le rationalise sur un an. C'est du 1er janvier au 31 décembre, ça fait 14 milliards d'années. Et bien dans ce cas-là, l'humanité serait apparue seulement le 31 décembre à 23h59 et quelques secondes. Donc on voit là très bien qu'on vient juste d'apparaître dans l'univers, sur Terre. On a bien foutu la merde déjà. C'est l'objet de cette vidéo. C'est pas une vidéo sur l'écologie un peu relou et tout, c'est par rapport au jour du dépassement. L'écologie et du moins la planète au sens global, c'est quelque chose qui m'importe énormément, mais j'ai beau avoir conscience de tout ça et essayer de faire des actions, je m'y connais pas forcément extrêmement bien. Je suis pas un spécialiste du genre. Heureusement, Professeur Feuillage, c'est une chaîne YouTube avec Mathieu et Lénie. Eux, les intervenants de Professeur Feuillage, Mathieu et Lénie, ils sont vraiment spécialistes. Ils connaissent extrêmement bien le sujet. Donc, je les ai invités à discuter avec moi. On a parlé beaucoup, longtemps, j'ai filmé ça. Et aujourd'hui, on va se dérocher ça ensemble. Le jour du dépassement, générique. Le jour du dépassement. Tadam! C'est vraiment pas très cool. Le jour du dépassement ou l'Overshoot Day, c'est quelque chose dont on a entendu beaucoup parler l'année dernière au mois d'août, parce que cette année c'était début août, mais c'est beaucoup plus ancien que ça, et je leur ai demandé quelles étaient les origines en fait réelles de ce calcul. La première année où on a donné ce fameux Overshoot Day, Voilà, Overshoot Day. c'était en 1971. C'est la première fois qu'on s'est dit tiens, peut-être qu'on consomme un petit peu trop que ce que la Terre peut nous donner. Donc c'était la première étude en 71. Et bien entendu à l'époque tout le monde s'en foutait. C'est quand même énorme, ça veut dire que dès 1971, on s'inquiétait de l'écologie, mais surtout, on commençait à comprendre, ou peut-être même c'était en amont, mais ce qui est sûr, c'est qu'à cette date-là, on comprenait déjà que l'impact qu'avait l'humanité sur la planète était un problème qui allait devenir de plus en plus grave. Et ça veut aussi dire que ça fait 50 ans qu'on en parle. Est-ce que tu saurais de quand date le premier article au monde qui porte sur le réchauffement climatique? Pas du tout. Lénie? Ah, je me souviens plus. Je crois que c'est en 1800. Non, attends. C'est rien de pire que les gens qui font. C'était en 500 Angélique. Non, mais non. Non, c'est à la fin du 19e. Non, c'était au début c'est 1912. Ah, Donc, voilà. dès 1912, il y a eu un petit article scientifique qui est paru aux États-Unis sur le fait que plus on mettait du CO2 et des fumées dans l'atmosphère, plus il y allait y avoir un effet de Là serre. où c'est innovant, c'est qu'on n'a pas un pourcentage qui est un chiffre abstrait qui ne rend pas compte d'une réalité avec des vrais faits. On a un moment du calendrier où les ressources capables de se régénérer en un an sont complètement épuisées. Donc c'est quand même beaucoup plus éloquent pour le grand public. Mais le jour du dépassement, concrètement, c'est quoi ? Le jour où l'humanité Oui, c'est ça. Oui, pardon. a C'était consommé une évidence pour moi, mais j'aurais dû le l'équivalent de ce que peut produire la Terre en un an, en termes de toutes ressources. C'est-à-dire que ce soit le renouvellement des plantes, le renouvellement des poissons dans l'océan, le renouvellement des sols, le renouvellement, voilà, tout ça. Et ce que peut absorber en CO2, enfin tout ça c'est comptabilisé dans ce... Footprint quoi Footprint Network. Footprint Network. S'il y a bien quelque chose qu'on a compris, c'est que l'économie, c'est lié à tout. Il y a beau avoir un ministère de l'économie en France, on sait que n'importe quel système fait marcher l'argent ou l'argent fait marcher le système. C'est toujours une question économique au final et on n'a pas besoin de nous l'expliquer, c'est quelque chose qu'on vit quotidiennement et qu'on a compris en fait. On n'a pas à se faire de réflexion dessus. Ce qu'il faut maintenant, c'est qu'on se fasse le même raisonnement sur l'écologie. L'écologie peut pas être mise à côté des choses, elle fait partie de tout. Elle doit être au-dessus de l'économie. Et si l'économie découle de l'écologie, alors comme tout le reste découle de l'économie, tout sera lié dans le sens positif. Et c'est inversement proportionnel. Il y a eu des périodes où on a gagné des jours dans le jour du dépassement. C'est-à-dire le jour du dépassement arrive plus loin dans l'année que les autres années. On gagne en jours. Et bien systématiquement, c'est quand l'économie allait mal. Non, c'est pas ça. Pas ça non plus. C'est ça. En fait, il y a des moments de l'histoire
où il y a une récession économique. C'est arrivé en 1929, c'est arrivé en mai 68 aussi, c'est arrivé en 73, 74 avec les chocs pétroliers, c'est arrivé avec la guerre du Golfe en 91, c'est arrivé dernièrement ça va faire 10 ans, en 2008. Et chaque fois, on a été ces années-là où l'économie était pas terrible, l'écologie en a profité. C'est-à-dire plus notre croissance et notre économie va mal, plus notre biodiversité et l'air que l'on respire va bien. C'est bizarre hein, cette corrélation en croix. C'est juste qu'il faudrait qu'on arrête de trop consommer, quoi. Donc très clairement, on sait que l'économie est transversale, qu'elle transperce les couches et qu'elle touche tout. Mais alors, quelle doit être, de manière très concrète, la place de l'écologie dans la société d'aujourd'hui? L'écologie est partout. Elle est dans l'emploi, elle est dans l'agriculture, elle est dans les transports, elle est dans l'économie, elle est dans la santé. En fait, il n'y a pas un seul ministère aujourd'hui dans le gouvernement qui n'est pas impacté de près ou de loin par l'écologie. Donc effectivement, c'est un peu comme quand on t'enseigne d'un côté les maths, d'un côté la philo, d'un côté le français. C'est pas du tout comme ça qu'on fait dans certains pays. On fait du transversal. L'écologie doit être transversale, sinon ça va rester un ministère, on va faire « Ah, c'est les écolos ». Non, l'écologie doit être un prisme par lequel on regarde l'ensemble du monde. Exactement. Et dernièrement, Aurélien Barraud a dit tout gouvernement qui n'a pas pour priorité l'écologie est dans l'erreur. C'est-à-dire que la priorité est écologique parce que de là va découler l'économie, la santé et la survie en fait. C'est passionnant de les écouter parler. On voit qu'ils maîtrisent le sujet, mais surtout qu'ils ont une réflexion très ouverte dessus. Et du coup, j'ai demandé à Lénie et Mathieu, est-ce que vraiment le gouvernement aujourd'hui peut se positionner et prendre des mesures concrètes qui se mettent en place très rapidement? Ou est-ce que c'est forcément lent, voire impossible? Est-ce qu'il y a eu déjà des cas par rapport à ça? C'est la question que je leur ai posée. J'ai l'impression d'être Bernard de la Villardière de nouveau. Mais ça a déjà eu lieu, d'ailleurs, les mesures coercitives, quand il s'est agi d'arrêter les fameux gaz qui faisaient des trous dans la couche d'ozone, qui étaient dans les pchit-pchit et qui étaient dans les vaporisateurs, qui étaient aussi dans les frigos. En 2 ans, ça a été réglé. En 2 ans, il y a eu un protocole à Montréal en 1989. En 2 ans, c'était fini. Pourquoi ça a été aussi facile? Il y a une raison. C'est qu'il n'y avait pas de contraintes pour les industriels, ils avaient déjà le produit de substitution. Souvent les gens disent c'est possible, regardez en 89, protocole de Montréal, les gens ont pu, les industriels ont arrêté d'utiliser les gaz qui faisaient des trous dans la couche d'ozone. Oui, mais il n'y avait aucune contrainte. Aujourd'hui on dit aux industriels, contraignez-vous sur votre productivisme, contraignez-vous sur votre recyclage, sur les normes RSE, et là ça les fait vraiment chier. Moi, je me pose une question, au final, par rapport à ma propre conscience écologique. Elle a toujours été plus ou moins présente, mais elle s'est développée vraiment ces dernières années. Et je me dis, est-ce que c'est parce que je vieillis? Est-ce que parce que professionnellement, ça va mieux pour moi? La question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut vraiment être touché par l'importance de l'écologie quand déjà on a des conditions de vie ou de travail qui sont plutôt stressantes? Est-ce que vraiment ça peut devenir une priorité? Et sans penser à la priorité, est-ce qu'on peut être touché émotionnellement par ce qui est en train de se passer, avec une envie que ça change, sans forcément participer d'une manière proactive, mais en faisant peut-être des petites choses? Est-ce que, grosso modo, la question que j'aurais posée est peut-être un petit peu idiote, mais est-ce que il faut pas avoir un peu réussi sa vie professionnelle ou sociale pour commencer à avoir le temps de s'intéresser à l'écologie? C'est une vraie question, je trouve. J'avais un peu raté là. Il y a différentes manières de communiquer en fonction des différents niveaux d'engagement des gens. On se représente ce niveau d'engagement souvent sous la forme d'une pyramide. La base, c'est les indifférents. Ensuite, tu as les sceptiques. Ensuite, tu as les sensibilisés, les engagés, les ambassadeurs et les proactifs, etc. Tu peux pas avoir la même manière de communiquer aux personnes qui sont tout en bas de la pyramide et à ceux qui sont au milieu. Et du coup, en cela... il faut multiplier tous les moyens de communication possibles. Et donc ça va passer par à la fois de l'émotionnel et du coup transmettre des informations sur la gravité de la situation à une catégorie de la population qui est capable d'accuser réception de cette situation. Et pour d'autres, ça va être ça va probablement être plus efficace si on passe par une réglementation à l'échelle sociétale, quelque chose qui est vraiment politisé et qui est où on n'a pas le choix. Le jour du dépassement a
un impact chez certaines personnes de dire mon Dieu, on est le 1er août, on a consommé toutes les ressources de la Terre, cri de Munch. Pour d'autres, ça va être ah oui, bon, super. Oui, Par contre, d'autres vont être sensibles à des images des abattoirs où on torture des bestioles pour les bouffer après. D'autres vont être sensibles à un graphique. D'autres, ça va être la vidéo. Nous, on a choisi de faire de la vidéo parce qu'on sait que ça marque beaucoup les gens. On comprend bien la notion du jour du dépassement en France ou au niveau mondial. Évidemment, ça va pas être le même jour du dépassement pour chaque pays quand on le fait au regard d'un pays. On pourrait même faire un jour du dépassement de manière individuelle. Du coup, c'est quoi un petit peu les chiffres d'un pays à un autre? Et est-ce qu'on peut en tirer des conclusions ou pas? C'est ce que j'ai demandé à Mathieu. Les chiffres ne sont pas les mêmes en fonction du pays où l'on habite, évidemment. Cette année, le Vietnam, c'était le jour du dépassement. Le 24 décembre, non? C'était en décembre. 21 décembre. Ouais. Là où les États-Unis, je crois que c'est en avril ou en mars. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que le 2 janvier, un Américain a consommé autant qu'un Malien pendant toute l'année. Donc, évidemment, ce jour du dépassement n'a pas la même valeur si on habite dans le Sahel ou si on habite à New York. Tout ça, c'est du constat et bien sûr des explications, mais maintenant, ce qu'on voudrait savoir, en tout cas, moi, c'est ce que je leur ai demandé, c'est est-ce qu'il y a un moyen, une possibilité de gratter des jours, en fait? Comment on peut faire pour retarder ce jour du dépassement dans le but ultime, le Saint Graal, de le mettre au 31 décembre, mais en tout cas, comment on peut grappiller des jours? Le jour du dépassement, le mode de calcul de Footprint Impact Network est tout à fait contesté et pourrait éventuellement être contestable. C'est-à-dire que il est presque impossible de calculer notre bilan carbone de manière mathématique. Je produis du CO2, mes déplacements, ma vie, mes achats, tout impacte un petit peu, et tu peux pas mettre ça comme un alchimiste dans une balance en disant ah tiens, le bilan carbone de Mathieu Duméry c'est tant. C'est pas possible. Donc du coup, c'est encore moins possible à l'échelle d'une population entière, et à l'échelle de la planète c'est encore pire. Raison pour laquelle les gars du GIEC, les experts du GIEC sont un peu paumés et ils font que des estimations et pas des prévisions précises. Donc ça c'est le premier point, le mode de calcul est pas très précis. Maintenant, on sait de manière évidente qu'il y a 4 choses qui sont primordiales pour réduire son bilan carbone et son mode de consommation. La première chose que vous pouvez faire si vous voulez vraiment avoir un impact qui va plus loin que couper la lumière en sortant d'une pièce et prendre des douches courtes, c'est 1. Ne pas avoir d'automobile. Et en tout cas si vous en avez une, de ne pas s'en servir. 2. Ne plus manger de produits animaux, viande particulièrement. L'impact de votre steak sur la planète est absolument horrible. C'est plusieurs milliers de litres d'eau qui sont utilisés pour ce steak et des hectares de forêt abattues pour faire des champs qui vont nourrir l'animal qu'on va tuer. Bref, c'est une catastrophe la viande. Ensuite, troisième chose, c'est arrêter les vols en avion et en hélico et tout ce qui vole, parce que ça produit énormément. C'est du fuel lourd qu'il y a dans les avions. C'est pas du fuel d'ailleurs, c'est du kérosène. Donc c'est vraiment très polluant, et il y a beaucoup d'avions et on est très nombreux à vouloir faire des voyages partout dans le monde. Et enfin, la chose sur laquelle vous allez avoir le meilleur impact sur votre bilan carbone, c'est ne pas faire d'enfants. Il y a quelque chose qui m'a marqué, moi, il y a quelques années, en tout cas ça a été très impactant pour moi, c'est le jour où le nombre d'êtres humains vivant sur la Terre était égal au nombre d'êtres humains ayant vécu sur la Terre. Ça veut dire que ce jour-là, il y avait autant de personnes vivantes que de personnes ayant vécu et donc mortes depuis le début de l'humanité, il y a 300 000 ans. On voit bien que c'est exponentiel, et du coup que l'être humain fonctionne un petit peu comme un parasite, c'est-à-dire il ne prend pas en compte son environnement pour contrôler ses naissances. Du coup, je leur ai demandé ce qu'ils pensaient un petit peu de tout ça. Est-ce que contrôler la démographie ne serait pas une solution? Tu sais, il y a encore des gens qui disent que la Terre peut accueillir encore plus de monde, c'est juste qu'on utilise... Alors, ils ont pas tort, hein. Ils disent on utilise mal les ressources. Quand je dis qu'on balance 40% de ce qui est produit, c'est vrai. Donc effectivement, on pourrait nourrir l'humanité. Mais le tout, c'est pas d'essayer de la nourrir. C'est que la Terre, de manière soutenable, peut accueillir au départ 2-3 millions d'humains. Il n'y a pas de déterminisme, c'est-à-dire qu'on n'a pas un but sur cette terre, on est ni plus ni moins qu'un animal, un grand singe qui a muté sans poil et qui est devenu ultra adaptable, pouce préhenseur, gros cerveau, posture debout, il y a plein d'explications. Mais c'est quoi le but d'un extincteur, d'un appareil qui filme, de chemises tissées? C'est pour aller où en fait? À un moment on se pose la question, c'est effectivement si on se comporte comme des parasites,
C'est quoi, on va tout faire péter, on va autodestruction? Est-ce qu'on est un système d'autodestruction d'un milieu, comme n'importe quel bacille ou une saloperie? C'est quoi le but? Mais c'est marrant parce que c'est encore un truc que disait justement Aurélien Barraud dans son exposé, c'est qu'aujourd'hui on a tous la possibilité de se rendre compte qu'on peut tout détruire, et on n'a aucune raison de faire le choix de le faire. Ce qu'on se demande toujours, c'est qu'est-ce qu'on peut faire d'une manière facile et petite pour améliorer sa conscience écologique ou pour améliorer son impact écologique. Il y a des choses très simples à faire, et là il y a une chose qui se met en place en ce moment, qui est sûrement la plus importante et la plus simple à suivre, c'est la campagne On est prêt. On est prêt, ça veut dire ce que ça veut dire. Je vais pas vous en parler durant 3 heures parce que Lenny, qui fait partie des personnes à l'origine de cette campagne, va vous expliquer ça mieux que moi. On est prêt, c'est une grande campagne de mobilisation citoyenne qui va être partagée par beaucoup de créateurs sur internet qui vont vous proposer un défi. Ce sera sur la période du 15 novembre au 15 décembre. Allez sur le site, on est prêt. On est prêt! On est prêt! T'es prêt ou t'es pas prêt? Ah, on est prêt! On est prêt. On est prêt. On est très prêt, on est trop prêt, on est trop prêt. On est prêt. On est prêt. Voilà. Non, c'est celui-là. Voilà. Écoutez, j'espère que vous avez pu apprendre des choses en plus dans cette vidéo. Moi, ça m'a appris beaucoup de les écouter parler, de pouvoir discuter avec eux. N'hésitez pas à suivre leur chaîne, je vous la mets dans la description. Dans la description, vous avez tout concernant la campagne On est prêt. C'est pas une vidéo comme celle que je fais d'habitude, mais c'est important aussi que je puisse me servir de la chaîne pour vous passer en fait des choses sur les messages auxquels je crois beaucoup et qui me concernent et qui m'inquiètent aussi. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ici, vous avez la vidéo de la semaine dernière. Ici, une vidéo qui devrait vraiment vous plaire. Là, vous pouvez vous abonner à moi. C'est important, ça permet de soutenir la chaîne. N'hésitez pas vraiment. Et puis, vous serez tenu au courant des nouvelles vidéos et la chaîne des professeurs feuillage. À très bientôt. Ciao!